suis super contente d'être ici à 42 avec vous et de vous parler de glace. Ça me fait super plaisir d'être devant vous ce soir. Donc on va parler de Google Glass aujourd'hui. Je vais me présenter. Moi c'est Debbie, ça c'est mon nom sur les réseaux sociaux si vous voulez me retrouver plus tard. J'utilise Google Glass au quotidien depuis maintenant presque 1 an. Et j'adore ça. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Avec moi, il y a Joss, qui est juste là, qui utilise aussi Google Glass depuis un petit peu moins de temps, qui est étudiant à la Web School Factory et qui gère un groupe d'événements qui s'appelle Glass Camp. C'est des événements qui sont plusieurs par mois et qui vous permettent du coup de découvrir un peu Glass, comment ça marche et d'aller un peu plus loin. Du coup, si vous voulez aller plus loin que cette conférence, que je vous recommande, sur Google Glass, je vous conseille vraiment d'aller voir les événements de Glass Camp. Bon, Joss, tu nous fais une petite démo de ton Glass ? Ouais, bien. Ouais, tu prends une photo, tu la partages sur Twitter. Okay, Glass. Take a picture. Okay, Glass. Share with. Twitter. J'arrive jamais à le rentrer. J'ai pas l'accent en fait. Twitter. Tu veux le faire si tu veux, celui-là. Twitter. 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 Fais-le avec le touchpad. C'est le problème. Non, je vais faire ma gueule. Voilà, donc là il est en train de le partager sur son Twitter. Vous pourrez du coup le retrouver sur Glasscamp. Sur le compte Twitter de Glasscamp, vous pourrez voir votre photo qui vient juste d'être partagée. Bon, combien il y en a parmi vous qui connaissent un peu ce que c'est Glass ? Est-ce que vous savez un peu comment ça marche, les usages qu'on peut en avoir ? Ouais, vous savez ? Je vais quand même vous en parler un petit peu pour introduire. Alors, Glass, qu'est-ce que c'est ? C'est des lunettes connectées. On a du coup un écran devant soi qui est simulé. Quand je lève la tête, du coup, j'ai mon écran qui est là. Et ça simule un écran qui est à peu près 1 mètre de moi, de 60 cm de large, à peu près. Et dessus, du coup, je vais avoir des informations qui vont se passer. C'est un petit peu comme un smartphone, en fait. C'est un peu comme un écran de smartphone, mais en beaucoup plus simplifié. Qu'est-ce qu'on a au niveau du hardware ? On a une caméra. On peut prendre des photos, des vidéos. On a un GPS qui est super pratique, un accéléromètre, un gyroscope, une boussole et on a un détecteur de proximité qui permet de savoir si le device est sur mon visage ou pas. Au niveau des usages, donc comme j'ai dit, c'est vraiment comme un smartphone. On peut par exemple passer des appels, recevoir des SMS, recevoir ses emails, on peut prendre des photos, des vidéos, utiliser un GPS pour savoir où on va. C'est super pratique quand on est dans la rue par exemple et qu'on veut marcher. On n'a pas besoin de regarder son téléphone, on est directement sur Google Glass, on l'a directement sur les yeux, c'est très pratique. On peut aussi faire de la visioconférence, pour ceux qui ont vu, avec Google Hangout. On peut discuter directement, et puis au lieu de voir moi, du coup, ce que vous allez voir, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme usage ? On a aussi plein d'autres petites applications qui sont développées tous les jours. Du coup, vous allez me dire, mais moi, j'en ai déjà un smartphone, et puis il m'a coûté cher. Pourquoi est-ce que j'utiliserais Glass ? En fait, la grosse différence entre un smartphone et Glass, c'est que si je suis, par exemple, en soirée avec des amis, et j'ai une notification, un message, je vais sortir mon smartphone, puis je vais plus vous regarder. Puis je vais regarder ce que j'ai, mes notifications, puis tiens, j'ai des vies sur Candy Crush, je vais commencer à jouer. Et puis je sors complètement en fait du quotidien, je suis plus du tout avec vous. Et justement, l'intérêt de Glass, c'est d'éviter ça, et de rester dans l'instant présent. Si par exemple vous recevez une notification sur Glass, donc vous avez quelqu'un qui a like quelque chose sur Facebook, ou vous recevez un email ou un SMS, vous allez avoir la notification qui va apparaître sur l'écran. Vous allez avoir le choix du coup de la traiter ou pas. Si vous la traitez pas, c'est pas grave parce que vous êtes occupé. Et puis si vous voulez la traiter, ça va être très très simple. Vous allez l'avoir directement. Si vous voulez répondre, vous pouvez utiliser la voix. Et puis une fois que c'est fait, vous revenez directement dans la réalité. Les actions qui sont sur Glass sont super rapides et sont designées en fait, conçues pour être super rapides. Et du coup, vous n'avez plus du tout ce problème-là qu'on a avec les smartphones aujourd'hui. On va parler un petit peu plus du coup de comment est l'interface graphique qu'on a sur Google Glass. Hop. Ce qu'on voit sur Google Glass par défaut quand on l'allume, quand on lève la tête ou quand on tape sur le côté, c'est l'écran d'accueil. Ici Home, qui me dit du coup quelle heure il est et il me propose de dire OK Glass, ce qui correspond en fait au présent. Si je veux aller voir d'autres
d'autres choses sur mon glace. J'ai des gestes qui sont très simples, du coup je vais poser ça, qui sont taper pour allumer. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère. Joss, tu peux peut-être le faire en même temps que moi, comme ça on fait des deux côtés. Les gestes simples. Donc le premier, ça va être de taper une fois, ce qui va permettre de l'allumer ou de valider, en fait, c'est le OK. Le swipe, qui va me permettre du coup de me balader dans des menus ou dans des cartes. Et aller vers le bas, qui du coup va faire un retour. Je peux aussi mettre les deux doigts, hop, pour éteindre complètement glace. Donc c'est des gestes qui sont très très simples sur un touchpad, et on n'a pas besoin d'avoir l'écran, d'avoir l'écran allumé pour pouvoir les utiliser. C'est vraiment des gestes super simples, et on n'a pas besoin de voir ce qu'on fait comme ce qu'on ferait sur un smartphone, par exemple. Quand on swipe, du coup, dans ce qu'on appelle la timeline, donc qui sont les cartes virtuelles que je vais voir devant moi, on peut aller dans le passé, donc voir ce qu'on appelle des static cards, qui sont les cartes de ce qui s'est passé dans mon passé. Si par exemple j'ai reçu un SMS, puis juste avant j'ai reçu un email, puis juste avant j'ai pris une photo, je vais pouvoir parcourir tout ce qui s'est passé dans ma vie comme ça dans le passé, jusqu'à une certaine limite du stockage de glace, bien sûr. Si je vais par contre dans l'autre sens, si je vais dans le futur, là, je vais avoir des propositions. Pour ceux qui connaissent Google Now, c'est exactement la même chose. Je vais avoir par exemple, si c'est l'heure de manger, je vais avoir des restaurants pas très loin. C'est des suggestions de ce que je peux faire. Ou les prochains films qui seront à l'affiche. La météo, ça peut m'intéresser. Ou j'ai un chronomètre. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les dynamic cards, puisqu'elles sont beaucoup plus à jour, beaucoup plus sur l'instant et sur le quotidien. Et du coup, ça correspond au futur. C'est vraiment la ligne de la vie, en quelque sorte. Pour se balader sur glace, on a aussi un système de navigation qui est très simple, qui utilise du coup les gestes que je vous ai montrés tout à l'heure, où on va pouvoir avoir sur chaque carte un menu et des sous-cartes. Et ça, il n'y a pas de limite, il peut y avoir autant de sous-cartes qu'on veut. Ici, par exemple, là j'ai un email, et du coup, je peux taper dessus, sur le côté, pour avoir le menu, et je peux du coup décider de répondre, archiver ou le lire haute voix. Lire haute voix, ce qui est très pratique, si par exemple je suis occupé, je suis en train de faire autre chose, du coup ça va me dire directement, me lire mon email dans l'oreille, et puis je vais pouvoir continuer à faire ma vie, ce qui est très pratique. Combien parmi vous, il y en a qui aimeraient bien avoir glace? Jusqu'à combien est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que aujourd'hui, ça va être très très difficile pour vous d'en acheter, parce que c'est pas disponible en France. Mais il peut vous avoir des deals, voilà. Du coup, vous allez vous demander comment est-ce que nous, on a fait pour avoir des glaces, puisque c'est pas encore disponible en France. Réponse courte, on était au bon endroit au bon moment. Réponse un peu plus longue, on a participé à un programme qui s'appelle le Glass Explorer. Pour pouvoir faire partie de ce programme-là, il fallait habiter aux États-Unis. Ce qui n'est pas votre cas malheureusement, c'est pour ça que c'est un peu difficile pour vous aujourd'hui de l'avoir. Et il fallait participer à un concours qui s'appelle If I Had Glass, qui veut dire donc si j'avais glace, et présenter ce qu'on aurait fait ce que vous auriez fait si vous aviez glace. C'était destiné à deux types de personnes, des utilisateurs, si par exemple vous êtes quelqu'un qui a une vie un peu incroyable, vous faites beaucoup de choses, dans ce cas, vous présentez un peu ce que vous auriez fait avec glace. Et le deuxième cas d'utilisateurs qui auraient pu participer à ce concours, c'est des développeurs qui ont des idées d'applications à faire avec glace. Ce qui était mon cas, et du coup je vais vous présenter un peu l'application que j'ai décidé de faire sur glace. Life, c'est le seul jeu vidéo dans lequel le héros, c'est vous, dans votre vie réelle. Sur Google Glass, vous allez donc avoir tous les jours des nouvelles notifications avec des défis à réaliser, des objectifs que vous pourriez avoir dans votre vie. Vous pouvez donc soit décider de les ajouter dans les choses que vous auriez faire plus tard, ou alors de dire que vous les avez fait ou de les faire. Et du coup, prendre des photos, les partager, et ça va les partager du coup avec tous vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas Glass, sachez que c'est quand même possible d'utiliser mon application Life. C'est disponible sur smartphone et sur le web. Rendez-vous sur life.tl si vous êtes intéressé pour faire partie du coup des premiers testeurs de mon application et transformer votre vie en une aventure. Voilà, c'était l'instant pub. Bon, combien parmi vous ont envie de tester Google Glass? Un peu tout le monde. Combien ont déjà testé? Il y en a quelques-uns quand même. Ok. Eh bien, aujourd'hui est votre jour de chance, on va pouvoir vous faire tester. Bon, on va passer un peu maintenant aux choses sérieuses, parce que
c'est bien de faire joujou avec Google Glass, mais bon, ici c'est une école de développeurs, donc ce qui est plus intéressant, c'est de faire des applications avec Google Glass. Vous n'êtes pas d'accord? La suite de la présentation va se faire en 2 parties. La première, c'est comment designer des applications sur Google Glass. Donc, comment faire la meilleure expérience utilisateur sur Google Glass quand vous faites votre application. Et la deuxième partie, du coup, sera comment coder sur Google Glass concrètement. Donc, designer sur Google Glass. Il y a 2 choses à garder en tête quand on fait du design sur Google Glass, c'est que il faut faire un design spécifiquement pour Google Glass. Si vous avez une application que vous avez fait pour votre iPhone ou pour Android, et vous vous dites, bah c'est bon, j'ai déjà fait mon application, j'ai juste à la porter sur Google Glass. Ça marche pas comme ça, parce que, comme je vous l'ai montré précédemment, c'est vraiment un usage qui est très très différent de ce qu'on a l'habitude avec un smartphone. On l'utilise pour des raisons complètement différentes et de manière complètement différente. Donc ce qu'il faut faire quand vous voulez faire une application sur Glass, c'est faire un gros brainstorm et vous dire, ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que mon utilisateur va faire? Comment il va l'utiliser? Et qu'est-ce que va être la meilleure expérience utilisateur? Et surtout, ne pas tomber dans le piège de copier une application que vous avez déjà et qui existe déjà. Ensuite, il faut designer votre application pour l'instant présent. Contrairement à d'autres applications que j'ai mis ici, sur votre ordinateur, par exemple, on peut voir tout ce que vous avez fait pour les années d'avant. Sur votre smartphone, vous allez peut-être regarder un petit peu plus de choses, un petit peu moins de choses, du coup, ce que vous avez fait le mois dernier. Mais sur Glass, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Le but, c'est pas que vous passiez des heures sur Glass. Le but, c'est que vous restiez dans l'instant présent. Du coup, quand vous designez votre application sur Glass, il faut faire super attention à proposer, comme on dit, la bonne carte au bon moment. Par exemple, si je suis en soirée avec mes potes, j'ai pas très envie que votre application elle me pop une publicité pour du papier toilette. C'est vraiment pas le moment. J'ai pas du tout envie de penser à ça. Peut-être le matin, si je suis en train de faire mes courses. Donc, il faut vraiment penser à utiliser le contexte. Si par le contexte, on peut utiliser par exemple l'heure qu'il est. Qu'est-ce que l'utilisateur est en train de faire à cette heure-là? Où est-ce qu'il est? S'il est dans un supermarché, il est peut-être intéressé par des produits. S'il est dans un parc d'attractions, il est peut-être intéressé par d'autres choses. Donc c'est vraiment important d'utiliser le contexte pour proposer la meilleure chose au moment. Autre chose à prendre en compte, il ne faut pas que la carte soit critique. Si vous mettez quelque chose à votre utilisateur, il ne faut pas que vous vous disiez il va le voir, c'est sûr. Si c'est quelque chose de critique, il faut que vous lui envoyiez un mail, il faut que vous trouviez une façon de le faire. Parce que tout ce qui est envoyé sur Glass, considérez qu'il ne va pas forcément le recevoir. S'il n'a pas Glass à ce moment-là, bah, il ne le verra pas. Donc on peut peut-être l'envoyer un peu plus tard, on peut l'envoyer plusieurs fois. Il ne faut pas non plus le spammer, bien sûr, il faut penser à ce que ce soit agréable pour lui. Mais considérez que rien n'est critique sur ce qu'on envoie sur Glass. Et comme je disais tout à l'heure, évitez absolument que l'utilisateur reçoive quelque chose qu'il n'avait pas envie de recevoir. Il a quand même ça sur la tête en permanence. Si vous commencez à le spammer avec des choses qui ne l'intéressent pas, il va vite être lassé et enlever votre application. Quand on design du coup sur Glass, il faut penser simplicité. C'est très très important. L'écran est minuscule. Pour la résolution, c'est 800 par 600. Si vous connaissez un peu, c'est vraiment petit. Du coup, c'est pas avec ça qu'on va mettre des pavés de texte. Et puis, c'est pas agréable à regarder. Du coup, il faut garder des phrases super courtes, aller directement à l'essentiel et éviter les pavés. Si vous avez plus d'informations à donner à votre utilisateur et que vous voulez vraiment lui donner, comme par exemple si c'est un email, c'est peut-être un peu plus long, on veut peut-être plus d'informations, utilisez la fonction read aloud. Donc il va lire à haute voix du coup un texte un peu plus long. C'est ce que fait Google quand par exemple je pose une question, si je lui pose la question qui est le président des États-Unis, il va me montrer la photo, il va me montrer le nom. Mais si je veux plus d'informations, il va me les dire à l'oral. Il va me dire sa date de naissance, des choses comme ça. La façon dont vous allez lui parler, du coup, c'est très très informel. C'est vraiment comme si vous parliez à un ami. Donc là, pour l'instant, c'est en anglais. Vous allez utiliser des contractions. Vous allez vraiment garder le texte le plus court possible. Et puis vraiment comme s'il parlait à un ami. Et voilà, toujours la même chose. Utiliser la bonne information au bon moment. C'est super important. Un peu plus concret, du coup. Les cartes qu'on va mettre sur Google Glass ont été pensées par des designers et des ingénieurs à Google pour vraiment proposer la meilleure expérience utilisateur possible. Et pour ça, du coup, ils proposent des guidelines qui sont très très simples. Et c'est super important de les suivre. Pourquoi? Parce que vous avez beau être un très bon designer, je pense que Google a passé plus de temps que vous à réfléchir à ces choses-là. Et du coup, c'est vraiment important de respecter ce qu'ils ont mis. Donc pour faire simple, il y a quelques couleurs dominantes qu'il faut utiliser. Toujours garder cet effet blanc sur fond noir. Pourquoi? Parce que pour des raisons de lumière, c'est un écran transparent. Donc c'est ce qui est de mieux, c'est ce qui a été étudié comme étant de mieux.
Et puis un peu la fonte est toujours la même, les icônes, le type d'icône, on vous donne un paquet d'icônes, il vaut mieux les utiliser. Ça peut paraître un peu plus strict et ça peut paraître un peu contraignant, mais sachez que vous pouvez quand même faire d'autres choses évidemment et aller plus loin, et que ça a été pensé pour être la meilleure expérience utilisateur et qu'il y a des raisons pour lesquelles ils ont pensé ça en fait. Donc même si ça peut paraître contraignant, en réalité c'est plutôt positif. Encore un peu plus précis, Google a défini des zones de l'écran dans lesquelles il faut mettre des choses. Ici par exemple en violet c'est là où il va y avoir l'image, ici c'est là où il peut y avoir du texte, en bleu c'est tout ce qui correspond au temps, donc par exemple quand est-ce que ça a été posté, ou quand est-ce que dans le futur ça peut être intéressant. En jaune, c'est la barre de progression. Tout ça, c'est des guidelines qui sont un peu précises, vous n'avez pas besoin de les retenir maintenant. De toute façon, si jamais vous décidez de faire une application sur Glass, il faudra que vous ayez dans la documentation, ce que je vous recommande, parce qu'elle est vraiment très bien faite. Et c'est important du coup de suivre ces trucs-là, pour offrir la meilleure expérience utilisateur. Deuxième partie du coup, comment on fait pour développer des applications sur Glass? Pour ça, on a deux solutions pour le faire. La première, c'est la Mirror API, qui est donc une API plutôt classique, avec laquelle on va faire des interactions. Et la deuxième, c'est le GDK, Glass Development Kit. Dans quel cas on utilise lequel? Si vous avez une application et que vous voulez juste faire des interactions assez simples, si vous voulez proposer un service qui va, par exemple, juste proposer des cartes à l'utilisateur et pas aller plus loin que ça au niveau de l'expérience, si vous voulez avoir le même code qui va du coup communiquer avec Glass qu'avec un autre, par exemple une application mobile que vous auriez, c'est intéressant d'utiliser l'API. Et si vous voulez aussi utiliser tout ce qui est built-in, donc tout ce qui existe déjà, les systèmes de cartes, les guidelines, etc. Tout ça, c'est directement dans la Mirror API. Et surtout, si vous voulez de la simplicité, si vous voulez aller vite, c'est la Mirror API qu'il faut utiliser. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, si par exemple vous voulez d'interactions en temps réel, parce que la Mirror API est un peu plus lente, c'est plus intéressant d'utiliser le GDK. Également si vous voulez tout ce qui est offline, parce que qui dit API dit forcément qu'il faut avoir Internet. Et si vous voulez accéder un peu plus au hardware. Il est possible d'accéder au hardware avec la Mirror API, mais c'est beaucoup plus limité. Si vous voulez jouer avec le gyroscope, si vous voulez jouer avec le GPS, etc., c'est plus intéressant du coup de passer par le GDK. Je vais vous parler un peu plus de la Mirror API, mais avant ça, est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'une API? Oui, c'est bon? Peut-être un petit rappel. Une API, c'est un service en fait qui permet de faire communiquer plusieurs services ensemble, et d'avoir le même base de code au même endroit. Si par exemple vous avez un site web, une application mobile, une application sur Google Glass, vous ne voulez pas avoir la même base de données dupliquée à tous les endroits. Donc vous allez utiliser une API qui va du coup avoir toutes les données au même endroit, et tous vos clients vont communiquer avec l'API pour soit récupérer des informations, soit en poster, et du coup tout est centralisé au même endroit, ce qui permet d'économiser du code et qui permet du coup d'avoir la même chose partout. Avoir une API, proposer une API, ça peut aussi être intéressant si vous avez des données que vous voulez partager. Si par exemple, je sais pas, vous êtes la RATP et que vous voulez proposer à n'importe quelle application d'utiliser les horaires de la RATP. Dans ce cas, vous allez faire une API qui va du coup permettre à n'importe qui de récupérer les horaires des trains ou de poster des informations qu'il pourrait récupérer. C'est ça l'intérêt d'une API. Et donc, c'était une petite parenthèse, l'API de Google Glass, c'est la Mirror API, et elle a un petit côté un peu particulier par rapport aux API classiques parce que vous ne communiquez pas directement avec le device, avec Google Glass de votre utilisateur. Votre application va en fait communiquer avec les serveurs de Google, et c'est les serveurs de Google qui vont communiquer avec votre utilisateur. Si par exemple vous voulez mettre une carte dans la timeline de votre utilisateur, vous allez en fait le communiquer avec Google, et Google va mettre la carte. Si l'utilisateur veut partager une photo avec votre application, il va la partager avec Google et Google va vous la partager. Un peu la grosse différence avec les API classiques, ça passe toujours par les serveurs de Google. Ce qui est pratique avec l'API, c'est que c'est une API standard, pour ceux qui connaissent un peu. Le standard REST, utilisé partout, le plus utilisé pour faire des API. Donc c'est vraiment super simple, implémenté à utiliser. Vous pouvez utiliser n'importe quel langage, n'importe lequel de votre programme va pouvoir communiquer avec l'API en utilisant le standard REST. Comme si c'était pas assez simple, Google propose en plus des kits de développement.
dans divers langages qui vous permettent, c'est un peu des librairies en fait que vous allez pouvoir rajouter directement dans votre code pour utiliser l'API du Google Glass. Donc c'est vraiment très très simple. Si vous voulez commencer avec Google Glass, je vous conseille vraiment de passer par là. C'est disponible du coup en Go, Python, PHP, Java et .NET. Ce qui est pas mal et ce qui couvre la plupart des besoins en général. Je vais vous faire un petit exemple du coup, pour vous montrer comme c'est simple. Je fais une requête pour poster une nouvelle carte dans la timeline. Tout ce que je mets, c'est je veux du texte, hello world. Je peux évidemment faire plus de choses que ça, hein. Je peux évidemment mettre des images, etc. Mais là, c'est super simple. Je tape du coup sur Mirror V1 Timeline et je reçois OK, c'est bon, ça a été créé avec quelques informations. Voilà, c'est super simple. Ça, c'était la Mirror API. On passe du coup au... Non, on passe pas au... Pardon. Ça, c'est pas fini avec la Mirror API. Je vais du coup vous expliquer un peu plus ce qu'on peut faire comme interaction parce que c'est bien de poster des cartes, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a les cartes de contact qui permettent du coup à l'utilisateur de poster des informations à vous. Donc si par exemple je suis Facebook, je peux vouloir que mes utilisateurs postent des photos directement sur Facebook. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une carte Facebook, je vais faire le share with, ce qu'il a fait tout à l'heure sur Twitter, et ça va l'envoyer au serveur de Facebook qui vont faire ce qu'ils veulent avec, pour envoyer des photos, des vidéos et aussi du texte. Ça c'est pour que l'utilisateur communique directement avec vous. Et on peut souscrire à des événements. Et là, en fait, c'est l'API qui va directement vous communiquer à vous dès qu'il se passe un truc. Comme par exemple, s'il y a des updates sur la timeline, s'il y a des nouvelles cartes qui apparaissent, vous pouvez être au courant de ça. Et si l'utilisateur est en train de bouger. Des coordonnées GPS, vous les envoyez. Et vous, du coup, selon où il est, vous pouvez faire des choses. Des applications qui existent sur la Mirror API, ça va être tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Tumblr, Twitter, Pass aussi, qui est un réseau social. Où vous allez du coup donner des informations à l'utilisateur sur ce qui se passe dans ces réseaux sociaux et vous allez lui permettre de proposer du coup des nouvelles choses. Tout ce qui est aussi news, CNN, Times, où là vous allez proposer à l'utilisateur de lire les articles qu'il y a sur votre site. Evernote aussi, que vous connaissez, où là l'utilisateur va pouvoir récupérer ses notes et envoyer des notes. Le GDK du coup maintenant, qui est du coup basé sur Android. En fait ce que vous avez sur Google Glass, c'est pas un OS à part entière, c'est basé sur Android et il y a une surcouche, en fait, il y a un launcher dessus qui vous permet d'utiliser Glass. Du coup, quand vous développez avec le GDK, vous avez vraiment accès à tout et vous êtes basé sur le SDK Android. Pour ceux qui en connaissent et qui ont déjà fait de l'Android, c'est super facile. Par contre, si vous voulez vous lancer sur une application Glass un peu complète, je vous conseille quand même d'apprendre Android avant. Parce que il y a vraiment toute la base Android et le guide qui explique sur Google Glass est très loin d'expliquer tout ce qu'il explique sur Android. Donc ce sera beaucoup plus facile pour vous si vous voulez faire une application sur Glass, si vous avez déjà fait de l'Android. Il y a du coup un petit add-on, qui est le GDK, donc Glass Development Kit, qui permet de rajouter des choses. Sur le SDK Android classique, pour ceux qui connaissent, du coup il y a tout ce qui est gestion des vues. C'est la même chose sur Android que sur Glass, en tout cas quand on utilise le GDK bien sûr. Tout ce qui est activités et services, vous avez l'habitude de tout ça. Et le hardware qui existe sur téléphone et qui existe sur Glass, c'est les mêmes libs, c'est le même code que vous allez utiliser. Par contre, du coup, vous avez le GDK qui propose des add-ons pour la gestion de la voix. Si par exemple, vous voulez ajouter une instruction, quand je dis par exemple « OK Glass, take a picture », je peux rajouter ma propre instruction, « OK Glass, quelque chose d'autre ». Tout ce qui est les gestes, parce que c'est pas du tout la même chose quand on touche un téléphone que quand on touche le touchpad, on l'a vu tout à l'heure, c'est des gestes qui sont complètement différents. Du coup, tout ça, c'est rajouté dans le GDK, ce qui vous permet de les utiliser facilement. Et les cartes, tout ce qui est les guidelines que je vous ai montré tout à l'heure dans l'expérience utilisateur et tout ça. Ça, c'est directement dans le GDK et vous n'avez pas besoin de le refaire vous-même, de remettre les bons pixels aux bons endroits. Vous les avez directement dans le GDK. Les applications qui existent avec le GDK sont du coup beaucoup plus poussées que celles qu'on a avec la Mirror API, puisqu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, on peut faire du offline, on peut toucher au hardware. La plus impressionnante à l'heure actuelle, c'est WorldLens. Pour vous donner une idée, si je suis en Chine, je ne sais pas lire le chinois, si j'ai Glass sur le visage et que je lance WorldLens, il suffit que je regarde un panneau, puis le panneau il va magiquement se transformer en anglais. Pour de vrai. Enfin, c'est assez impressionnant. Ils ont réussi
du coup à refaire en fait le même style, la même fonte, etc. Et quand on regarde du coup Glass, on a vraiment l'impression que le panneau a été traduit entièrement. On a aussi une application pour faire du golf. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, je ne fais pas de golf. Mais bon, j'imagine que ça doit montrer le terrain, ça peut être pratique. On a Spellista qui est pour l'instant celui qui est là pour montrer un peu qu'il est possible de faire des jeux avec Glass. Où là, le but, on a des lettres virtuellement sur l'écran. Le but est de bouger la tête pour mettre les lettres dans le bon ordre. Bon. C'est un peu limité comme jeu, mais bon, ça prouve qu'on peut faire pas mal de choses. YouTube, pour regarder des vidéos, c'est pratique. Google Music, ça c'est vraiment sympa parce que du coup on peut écouter de la musique en même temps qu'on utilise Glass au quotidien et on n'a pas besoin d'avoir des écouteurs qui pendouillent. En parlant de ça, du coup, le son sur Glass est pas génial de base. C'est une espèce de truc qui se met sur la tête et qui vibre pour faire de la résonance dans le cerveau, truc du genre. Mais ça marche pas super bien pour l'instant. Du coup, dans la V2, que j'ai pas, mais que Joss a, il y a une petite oreillette qu'on peut rajouter ici et qui se met dans l'oreille comme un écouteur classique. Et du coup, c'est grâce à cette petite oreillette qu'on va pouvoir écouter de la musique. Pour ceux qui connaissent Google Music, c'est super simple. On peut juste dire le nom d'un artiste, ça va le chercher, et hop, directement, ça me met une playlist, et puis je peux continuer à faire ma vie. Ce qui est super pratique. Un autre usage qui est très demandé, tout ce qui est pour faire la cuisine. Je fais la cuisine, j'ai les mains prises. Et du coup, j'ai la recette qui est directement ici. Et je peux parler à mon Glass pour qu'il me donne les prochaines instructions. Le dernier, c'est Fancy, qui est du coup du e-commerce, et qui est assez impressionnant aussi. Je vais prendre une photo, n'importe où, et puis ça va me trouver tous les produits qu'il y a sur la photo et me proposer de les acheter. Si je suis chez un ami et que j'adore son canapé, je peux prendre son canapé en photo et puis je vais pouvoir l'acheter directement depuis Google Glass. Un peu magique. Voilà pour les applications. Du coup, on arrive à la fin de la conférence. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes enthousiaste pour Glass. J'espère que du coup... Merci. Bon, j'espère que du coup, ça va vous motiver à aller aux événements Glasscamp qui sont super intéressants. Joss a même mis son pull Glasscamp pour l'occasion. Voilà. Et puis aussi que vous serez motivés pour faire des applications sur Glass et que quand ça sortira en France, vous aurez tous Glass sur le visage. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Bonjour. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Oui, ouais, c'est bon. Du coup, quand ça lit à haute voix, si on n'a pas l'oreillette ou qu'on a la version, tout le monde peut entendre ce qu'on entend nous aussi ? En fait, le son sort donc ce que j'avais dit, un petit truc qui dépasse, qui touche directement la peau et qui vibre. Donc c'est normalement à l'intérieur, mais on entend quand même un petit peu sur le côté. Donc ça dépend. S'il y a beaucoup de monde autour et qu'il y a du bruit, personne n'entendra. Si je suis dans la rue par exemple et que je marche, il y a trop de brouhaha pour que les autres entendent, donc il n'y a que moi qui entends. Mais si vraiment on est dans une salle silencieuse, là les autres entendront. Et si je peux me permettre juste une deuxième question. Quand on passe au travers de Google pour se connecter à une application, parfois on peut autoriser à ce qu'ils accèdent à certaines données. Je me demande dans quelle mesure ils demandaient des données nouvelles sur Google Glass, où il y avait la possibilité de demander des données nouvelles, de type image, quoi. Quand on installe une application Android, par exemple, on voit la liste des permissions sur ce que Google va récupérer comme information. C'est la même chose sur Glass en fait. Il y a aussi des permissions, il y a les mêmes qu'Android, et puis il y a aussi des permissions en plus, comme par exemple partager sa localisation tout le temps. Il y a plein de permissions comme ça, et du coup on peut les accepter ou les refuser. C'est vraiment pareil que sur Android. Justement, je me demandais lesquelles, s'il y en avait des particulières. Il y a du coup le GPS pour partager sa localisation tout le temps, partager sa timeline. Comme j'avais dit, on peut aussi voir ce que les autres choses qui ont été postées dans la timeline. Puis après, c'est les informations basiques Google. Je pense pas qu'il y ait plus de choses que ça. Bonjour. Vous avez parlé d'une sortie en France. Alors, je voudrais savoir à peu près vers quelle date ou quelle année et un prix si ça a été, si vous en avez parlé.
Ouais, c'est une question qui est beaucoup posée. Alors pour l'instant, Google n'a pas annoncé de date ni de prix. Et les rumeurs disent que ça sortira aux États-Unis, soit pour Google I/O, pour ceux qui connaissent la grosse conférence de Google, soit pour fin 2014. Il y a deux écoles, deux rumeurs différentes. En France, il n'y a absolument aucune rumeur, mais ce sera forcément après les États-Unis. Donc il y a des chances qu'il faille qu'on attende au moins 2015 ou plus tard. Au niveau du prix, pareil, Google n'a rien annoncé pour l'instant. Les rumeurs disent que ce sera autour de 300 $, quelque chose comme ça, ce qui serait raisonnable, parce que bon, il faut bien que le but c'est quand même que les gens aient Google Glass sur la tête. Si c'est trop cher, personne n'en achètera, donc ça ne marchera pas. Donc je pense que les rumeurs disent que ce sera autour de 300 $, ce qui est un prix correct et pour le hardware, pour le produit en lui-même, et qui en plus permettra que pas mal de gens l'achètent. Merci. C'est que des rumeurs, encore une fois, on n'a pas les vraies informations. Bonjour, j'aurais une question par rapport à l'accessibilité de Glass. Vous parliez tout à l'heure de la fonctionnalité Read Aloud. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple que pour des personnes en situation de handicap visuel, on ait accès via Read Aloud à une synthèse vocale ou à un lecteur d'écran qui leur permettrait de voir ce qu'il y a sur l'écran via une synthèse vocale par exemple? J'ai pas les informations sur ça. Je pense que Google a dû se pencher sur la question. Maintenant, je pense qu'ils ont d'autres priorités pour l'instant. À mon avis, ce sera pas le cas quand ça sortira. Est-ce qu'aujourd'hui les fonctionnalités permettent par exemple de commander un ordinateur ou du matériel comme des lecteurs DVD ou des choses comme ça? Est-ce que ça a été prévu pour et est-ce qu'on peut utiliser justement les lunettes comme une espèce de télécommande vocale à l'heure actuelle? Vu qu'on peut à peu près faire tout ce qu'on pourrait faire sur un Android et que c'est déjà possible sur un Android, je pense que c'est même sûr, c'est totalement possible de faire ce genre d'application. Et est-ce qu'il y a une connectique dessus? On peut brancher d'autres appareils dessus directement avec peut-être du Bluetooth Il y a du Bluetooth, il y a du Wi-Fi et il y a du coup un câble micro USB classique comme sur les smartphones. Dernière question, l'autonomie? Le gros problème sur Glass, pour l'instant, l'autonomie est pas très très bonne. Si on utilise les fonctionnalités qui utilisent beaucoup, notamment le GPS, la vidéo, si on l'utilise vraiment à blinde, c'est 1 heure. Et ouais. Mais c'est vraiment si on l'utilise si on utilise vraiment les fonctionnalités qui coûtent beaucoup. Sinon, si on l'utilise de manière normale au quotidien, juste je reçois des notifications, je prends quelques photos, c'est 1 journée, comme un smartphone, on le branche en rentrant du travail. Par contre, on peut pas faire, par exemple, 1 journée plus 1 soirée, faut le brancher entre temps. C'est un peu comme un smartphone en fait, un petit peu moins peut-être. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont des lunettes? Aussi une question qui est très demandée. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont déjà des lunettes? Joss, par exemple, a des lunettes et pour l'instant, il les met par-dessus et c'est pas très bien, c'est pas pratique. Mais du coup, Google a commencé à faire des partenariats avec des opticiens et aujourd'hui, c'est déjà possible d'acheter des montures différentes pour Google Glass et puis du coup, après, il faut se faire prescrire les verres qui vont bien avec. Mais c'est déjà possible de changer les montures. C'est déjà possible de rajouter. Moi, j'ai déjà, par exemple, de quoi me rajouter des lunettes de soleil. Et du coup, c'est super pratique. On peut changer les montures. Ça coûte un peu cher, les montures, mais c'est déjà possible. Pour les verres, c'est pas encore le cas. Et j'ai entendu des rumeurs aussi, mais ça, c'est pas sûr. On pourrait acheter uniquement le matériel sur le côté et le rajouter sur des lunettes existantes. D'autres questions ? Oui, pardon, c'est un peu un détail, mais les verres, ils peuvent s'intégrer directement au Google Glass. Ça veut dire qu'il y a tout le dispositif, l'espèce de cerceau là, et après on peut rajouter ses propres verres en dessous. C'est ça. On peut soit changer carrément la barre en métal et du coup avoir une monture entière faite avec la barre de métal, soit rajouter quelque chose dessus. Je l'ai d'ailleurs, je pourrais peut-être vous le montrer après. C'est des verres qu'on clipse dessus au niveau du coup des pattes qui sont là, et puis ça tient tout seul. Merci. Bonjour, j'avais juste une question par rapport à l'authentification. Si jamais on peut acheter par exemple un canapé ou ce genre de choses, qu'est-ce qui va permettre à la Google Glass de savoir que c'est le bon utilisateur qui l'utilise à ce moment-là? Quand on connecte une application sur Glass,
On connecte un compte en fait sur l'application en question. On est obligé quand on veut installer une application, c'est forcément depuis soit l'interface web, soit l'application Android. Et du coup, à ce moment-là, on accepte du coup pas les permissions et on se connecte en fait au compte. Par exemple, c'est sur Facebook, on va se connecter à son compte Facebook et accepter du coup l'utilisation de Glass sur Facebook. Est-ce qu'il y a quelque chose comme genre des mots de passe ou Est-ce qu'il y a des mots de passe? Non, pas directement sur Google Glass si c'est ta question. Là, n'importe qui peut me piquer mon Glass et utiliser mes comptes par exemple parce que c'est vraiment pas pratique d'avoir un mot de passe. Du coup, pour des questions de simplicité, il n'y a pas de quoi bloquer le device actuellement. Mais au moment où tu installes l'application et du coup tu lui donnes les droits de communiquer avec ton Glass, tu es obligé de te loguer du coup sur ton Facebook, de te loguer sur ton compte, sur le service que tu vas mettre sur Glass. Mais en fait, si on peut acheter des choses, comment on fait? Parce que si on peut pas, on peut pas mettre son authentification pour sa carte bleue ou pour n'importe quoi. Du coup, tu vas lier en fait au moment où tu installes l'application Fancy, donc l'application du coup qui permet d'acheter des choses, tu lis ton compte Fancy. Donc ton compte a déjà du coup tes informations, a déjà ton adresse, a déjà ta carte bleue. Ouais. Mais donc quelqu'un me pique mes glaces. Quelqu'un me pique quelque chose, il va pouvoir commander des choses, mais qui vont arriver chez toi. Parce que s'ils n'ont pas accès à ton compte Fancy, ils ne pourront pas changer l'adresse. Mais oui, ils pourront du coup acheter plein de choses. C'est pas super. Et juste aussi, j'avais une autre question par rapport. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une nana qui s'est fait arrêter par les flics parce qu'elle portait des Google Glass et qui lui ont dit que c'était comme si elle était au téléphone. C'est le vrai, mais c'est parce qu'elle était au volant. Elle n'était pas dans la rue. Il y a une femme qui était au volant avec Google Glass. Et comme actuellement les lois sont un peu floues, on ne sait pas vraiment. Il y a rien sur Google Glass actuellement dans les lois, dans n'importe quel pays, même si ça commence à arriver. Et du coup, elle s'est fait arrêter parce qu'elle avait Glass. Et ils ont réussi à faire passer ça comme étant l'équivalent d'un smartphone. Et donc, téléphone au volant, c'est interdit. Et du coup, elle a eu une amende. Mais pour l'instant, c'est pas encore. Pour l'instant, Google déconseille fortement d'utiliser le GPS de Glass au volant. Ce qu'il conseille du coup, c'est d'avoir quelqu'un à côté qui a Glass et qui du coup indique à la personne qui conduit de le faire. Pas pour des questions de sécurité, mais pour des questions de loi. Parce que ça a été testé au niveau de la sécurité, il n'y a aucun souci à regarder Glass. C'est beaucoup mieux de regarder Glass, qui est juste un mouvement de l'œil, plutôt que de regarder un GPS. Google l'a fait tester, mais les lois ne le font pas, donc Google pour l'instant conseille de ne pas le faire. Une question là-bas. Oui, parlez fort et puis je répéterai. La question c'est, est-ce que c'est possible de simuler, comme on le fait, un Android sur un ordinateur pendant qu'on développe, ou est-ce que c'est obligé d'avoir Glass? Aujourd'hui, c'est obligé d'avoir Google Glass pour développer sur Google Glass. Il n'y a pas encore de simulateur. Mais si du coup vous êtes intéressé pour faire des applications sur Google Glass et que vous n'y avez pas accès, passez par Glasscamp. Ils ont des gens qui en ont, ils pourront vous les prêter. C'est des gens super ouverts et qui ont vraiment envie que la communauté en France de Google Glass marche. Du coup, si vous êtes motivé pour faire une application, passez par eux, ça marchera. Ouais. Bonjour. C'est pour savoir si chaque glace peut être calibré selon la voix de l'utilisateur ou bien si quelqu'un peut se ramener en face et commencer à troller, à faire OK, glace, take picture. Alors non, le micro... Le micro de Glass, du coup, ne détecte pas une voix en particulier, ni même la distance. Donc si quelqu'un à côté de moi dit « OK, Glass, ça va marcher », mais il faut qu'il soit allumé. Et pour allumer Glass, il faut forcément l'allumer en tapant là, soit lever la tête. Du coup, comme en permanence, il n'est pas allumé, si quelqu'un vient dans la rue, d'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui ont crié « OK, Glass !» Ça marche pas, parce qu'il faut qu'il soit allumé, justement. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez parlé de pop-up dans Google Glass. Est-ce qu'il y a une gestion des pop-up ou on peut vraiment avoir n'importe quoi qui peut arriver dans notre œil Les notifications qu'on reçoit sur Glass, c'est sous forme de cartes en fait. C'est les cartes que je montrais dans la timeline, elles vont arriver et du coup l'écran va s'allumer et du coup je vais voir ce qu'il y a.
mais il n'y a pas vraiment de notion de pop-up autre que ce truc-là. C'est vraiment une expérience complètement différente de ce qu'on a sur un smartphone ou sur un ordinateur. C'est une nouvelle carte qui arrive et du coup je la vois et je peux la traiter ou pas. Du coup, on allume les glaces en levant la tête, mais pour ceux justement qui lèvent tout le temps la tête parce qu'ils sont pas super grands, ils font comment? C'est pas j'ai eu le problème aussi parce que je suis pas très grande et tu peux le régler dans les settings. Tu peux régler, déjà tu peux le désactiver et comme ça tu es obligé d'appuyer du coup pour l'allumer, ou tu peux régler l'angle et du coup soit tu peux le lever un petit peu, soit il faut vraiment lever. Et moi par exemple j'ai mis il faut vraiment lever parce que je suis trop petite. D'accord. Est-ce qu'il est possible de personnaliser les messages auxquels Glass va réagir? La phrase. Oui, au lieu de dire OK Glass, Glass, dire Tata, Toto. Dans le GDK, c'est possible de rajouter une phrase. Par exemple, dans le GDK, si on installe l'application WordLens, on peut dire OK Glass Translate. Ou et on peut substituer un message type OK Glass à quelque chose de notre choix? Non, ça c'est pas possible. Je pense que le OK Glass a été choisi pour une raison. Je pense que ça a été étudié parce que c'est plus facile. Et du coup, je pense que ce serait un peu compliqué si tout le monde avait des phrases différentes, puis surtout si c'était des phrases du quotidien. Donc je pense que c'est un choix de la part de Google d'avoir obligé ce OK Glass. Merci. Il y a une autre question là. Bonjour. Bonjour. Alors, le GDK, ça permet d'accéder plus directement au niveau du hardware de la lunette, en fait. Et du coup, la question, c'est, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité au niveau technique de la lunette qui nous permet d'être utilisé? Parce que, qu'est-ce qu'on va avoir comme espace mémoire? Qu'est-ce qu'il y a comme processeur? Quelles sont les données qu'on peut traiter dans les lunettes directement? Je ne sais pas ce qu'il y a exactement comme processeur. Par contre, au niveau de la mémoire, il y a 12 Go sur le device. Mais en réalité, comme à peu près tout passe sur Internet, surtout quand on utilise la Mirror API, au final, les capacités de stockage, on s'en fiche un peu, quoi. Oui, mais alors comme vous le disiez juste avant, on a 1 heure d'autonomie, donc certainement l'utilisateur va passer son temps à l'éteindre pour conserver l'autonomie. Il s'éteint tout seul, en fait. Tu peux pas le laisser allumer. Ah. Tu l'utilises que quand on a besoin. Tu l'allumes au moment où tu as besoin de faire ton action. Et il y a par contre des applications, si par exemple tu as un jeu que tu es en train de faire, du coup tu peux le laisser allumer, mais de base il est éteint en permanence. En fait. D'accord, et les applications elles-mêmes ne peuvent pas provoquer un wake-up de la glace? Si, on peut le provoquer par exemple si on a une notification. Là ça va s'allumer tout seul. D'accord, merci. De rien. Bonjour. Vous parlez beaucoup d'applications. J'aimerais savoir comment ça se passe au niveau du marché. Comment est-ce qu'on les télécharge si y a une espèce de marché tel que le Play Store ou quelque chose comme ça pour les glaces? Du coup, tu peux pas télécharger d'application directement depuis ton glace parce que l'interface est vraiment simplifiée, donc ce serait compliqué. Par contre, il y a une application sur Android, une version web, et il y aura certainement une application sur iPhone bientôt, qui s'appelle du coup MyGlass, dans laquelle il y a le Glassware qui correspond du coup à l'équivalent du Play Store. Là où on va avoir du coup la liste des applications disponibles, pouvoir chercher des applications et puis les installer depuis le Glassware. Et par contre, si tu veux en publier une sur le Glassware, pour l'instant, il n'y a rien d'automatisé, il faut demander à Google. Et si jamais tu trouves une application sur Glass qui n'est pas publiée sur le Glassware, tu peux aussi l'installer, mais du coup, il faut brancher son Glass. Enfin, c'est comme quand on met une application sur Android qui n'est pas publiée sur le store. Mais les autres applications sont sur le Glassware, du coup. C'est à part du Play Store. D'accord. Et j'avais une deuxième question. Je voudrais savoir si dans le futur, Google a envisagé en fait une espèce de caméra à double sens en fait, qui détecterait un mouvement rétinien pour directement interagir en fait, avec l'écran qui est projeté sans forcément avoir à parler. Actuellement, il y a un détecteur de proximité sur Glass qui du coup détecte qu'on a le device sur la tête ou pas. Ça permet par exemple de l'éteindre dès qu'on l'enlève. Il me semble que des gens ont réussi, grâce à ce truc-là, à, justement par rapport à la proximité, voir si on a l'œil fermé ou l'œil ouvert. C'est des rumeurs, je ne sais pas si c'est le cas. Et sinon, je ne pense pas qu'il y ait d'autres interactions de ce style. Mais vous pensez que c'est envisageable ? Je ne sais pas si avec le hardware actuel, c'est possible en fait. Je ne sais pas. D'accord, merci.
Il n'y a pas de puce 3G dans les appareils, c'est que du Wi-Fi. Ouais, en fait, il y a une carte Wi-Fi du coup dedans et du Bluetooth. Donc si tu es tout seul chez toi et si tu as le Wi-Fi, tu as Internet tout le temps. Mais si jamais tu es dans la rue, du coup, tu peux connecter avec ton téléphone en Bluetooth. Et là, du coup, c'est ton téléphone qui va partager ta connexion 3G. Et c'est aussi ton téléphone qui va permettre de pouvoir passer des appels et des SMS, vu que justement, il n'y a pas de carte SIM dedans. Mais en fait, je voulais juste savoir si c'était compatible avec, que avec Android, ou est-ce que c'est compatible avec tout ce qui était iOS, Windows Phone, etc. Bah, l'OS actuel dessus, c'est Android et je crois pas qu'on puisse installer d'autres OS dessus, si c'est ta question. Et du coup, il y a déjà des gens qui ont réussi à faire tourner des applications qui existaient sur Android, sur Glass, en enlevant le launcher de base. Mais du coup, ça marche pas très très bien, parce que c'est pas fait pour. Et non, je crois pas qu'on puisse installer d'autres OS dessus. Après, c'est à tester, hein. Je pense qu'il y en a qui essayent. Hein. Donc en fait c'est pour savoir, vous avez dit que actuellement vous ne gérez pas la reconnaissance vocale, mais je veux dire il y a la Kinect qui fait ça très bien, il y a aussi la reconnaissance faciale. Est-ce que les Google Glass actuellement sont pas encore finis et donc vont peut-être proposer ça à terme ou pas du tout? Qu'est-ce que tu veux dire par reconnaissance vocale? Ben il y a une personne qui a demandé si jamais quelqu'un disait OK Glass à côté de vous, est-ce que ça marchait, et a priori ça marche. Bah oui, ça marche, oui. C'est le reconnaissance par rapport à la voix? Oui, reconnaissance par rapport à la personne. À qui c'est? Imaginons, voilà, il n'y a que moi qui peut prendre une photo, contrôler la... C'est pas le cas actuellement, mais je pense que ce sera possible. Hein. À mon avis, ils vont faire des améliorations et puis ils vont voir ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'il y aura forcément des gens qui vont demander ça, qui vont demander plus de sécurité, qui vont demander de pouvoir le bloquer, et puis ça va améliorer. Pour l'instant, Glass, c'est vraiment un prototype, c'est vraiment la première version. On est vraiment au tout début de quelque chose de nouveau et quelque chose qui va révolutionner. Et je pense qu'il va y avoir du coup plus de sécurité, plus de fonctionnalités. On peut vraiment tout imaginer en fait, hein. Mais pour l'instant, non, c'est pas possible. Mais ça veut pas dire que par la suite, ça ne sera pas. Ouais, il y a par exemple des gens qui sont en train de chercher à faire des lentilles connectées. On a juste des lentilles et plus des lunettes, où on peut directement afficher des informations sur les... Donc Google Glass, c'est vraiment le début, je pense. Et les objets connectés, il y en a de plus en plus tous les jours, et je pense qu'il y en aura de plus en plus tous les jours. Google est un sur le marché. Il y en aura d'autres, je pense que ça va s'améliorer. Ce qui bloque surtout, je pense, c'est évidemment les avancées technologiques, mais aussi les lois. Il y a beaucoup de lois et beaucoup de problèmes sur la vie privée qui font que ça bloque, mais ça va avancer. On est au tout début d'une nouvelle ère, je pense. C'est bon pour les questions? Encore une. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits où c'est interdit. Il y a eu des rumeurs où il y a des bars qui interdisaient Google Glass, des gens avec Google Glass de rentrer. Mais je pense que c'est comme tout en fait. Dès qu'il y a une nouvelle innovation, dès qu'il y a un nouveau produit, les gens ont un peu peur, ont peur du changement. Et donc il y a forcément des endroits et des choses qui vont aller contre et empêcher ces choses-là. Mais c'est normal, il y a beaucoup de choses qu'on empêchait il y a des années et qui aujourd'hui sont devenues normales. Je pense que c'est le temps qui fera que ça passera petit à petit, même s'il y aura toujours des gens contre, ça avancera forcément à un moment ou à un autre, je pense. C'est mon avis après. D'autres questions? Ok, merci beaucoup de m'avoir écouté.